ce type m'a agressé pour me prendre mon portable. Je n'arrive plus à vivre normalement. Je le vois partout, tout le temps. La nuit, le jour, chaque sortie est interrogée 2, 3, 4, 10 fois avant d'aller à une fête. Il y aura qui? Dans quel quartier? Comment rentrer? Surtout, ne plus mettre de robe. Plus de talons et plus de maquillage. Devenir transparente. Disparaître. Me fondre dans la masse pour me faire oublier. Maintenant, je passe mon temps à vérifier tout autour de moi. J'analyse tout, sans répit. Parce que je suis persuadée qu'il va revenir. Qu'il me suit. Qu'il attend juste le bon moment pour passer à l'action. Toute personne inconnue pénétrant dans mon immeuble est potentiellement Mohamed Ali. L'autre jour, j'ai même failli gazer à la lacrymo le voisin du second. Je l'avais pas reconnu. Je deviens dingue. Chez moi, c'est le début du chaos. Je check chaque endroit de mon appartement scrupuleusement. Parce que je l'imagine chez moi. Mohamed Ali en planque chez moi avec sa grosse tête toute ronde. Je vois sa jeunesse pleine de haine de moi et je reste là, seule, avec mon trauma. Je verrouille tout derrière moi. Je verrouille tout dans ma vie. C'était en bas de chez moi, c'était aux alentours de minuit. Je rentrais de chez une amie. J'avais un peu bu aussi et il m'a surprise par derrière. Je ne l'ai même pas vu venir. C'était juste une logorée d'injures, de sale pute. Ah, je vais te buter, petite salope. C'était juste pour un iPhone à moitié cassé. Mademoiselle Mallard, ne jamais plus appeler la nuit en pleine rue. Le portable ira dans votre sac la prochaine fois. Ah bah d'accord. Ah non mais moi j'ai la haine à cause de lui là. Est-ce que je peux juste le voir là maintenant? Ce sera pas long. J'aimerais lui faire rentrer dans son petit crâne d'abruti que ça se fait pas de parler comme ça à la dame. Parce que moi je me suis sentie impuissante, vulnérable. Je me suis fait taper et j'ai même pas pu me défendre. Et lui, rien, demain il sera dehors. Mais elle est où, la justice, là? En vrai, il m'a probablement oublié depuis. Et malgré un procès en comparution immédiate, il n'a rien eu. Ma cliente, effectivement, ne travaille pas actuellement. On vous reproche la soustraction frauduleuse d'une robe de soirée, d'une paire de chaussures à talons et de quelques produits de maquillage pour la somme globale de 3 457 €. Au préjudice du magasin BHV, rue Rivoli, enseigne dans laquelle vous avez été par ailleurs employé pendant presque 2 mois. Vous avez été arrêté par la sécurité de ce magasin, puis remise à la police devant laquelle vous avez reconnu les faits.
semblez même être une habituée des faits de ce genre. La dernière poursuite en date remontant à moins de 6 mois, soit en décembre dernier. もちろん。はい。 Ma cliente confirme. Je constate également que selon votre ex-employeur, votre licenciement faisait suite à une procédure interne pour vol. Je prends donc en note vos explications sur ces faits et leur motivation. 私はただ店を出ただけです。服を着て。 Ma cliente précise qu'elle est juste sortie du magasin avec des vêtements à l'intérieur. Pour la modique somme de 3 457 € quand même, selon le dépôt de plainte de votre ancienne responsable. なぜなら彼女は私を一切愛してくれませんでしたから。 Ma cliente s'interroge. Pour elle, sa responsable ne l'aurait jamais aimée. Et c'est pour cela qu'elle a appelé la police. Oui, elle a surtout appelé la police très vite parce qu'elle a des doutes la concernant. 警察は私から全てを奪ってそういうものだと言いました。それで終わり。 Madame Hyde s'étonne du fait que personne n'ait remis en cause la parole de sa responsable et s'indigne qu'on lui ait pris l'ensemble des vêtements qu'elle avait entre les mains. Pardon? Mais vous avez déjà été arrêté en dehors de ce magasin. はい。 Oui, Avec toutes les affaires que vous n'aviez pas achetées. はい。おっしゃった通りです。 elle confirme. Bon. Que comptez-vous faire de ces tenues? Pour vous? Pour les revendre? 実は最近あんまり運動していなくて、服が少しきついところではあります。 Ma cliente souhaite reprendre une activité sportive et c'est pour cela qu'elle est partie avec des vêtements à sa taille. D'accord. 本当は物事の本質ではなく、外側だけを見ているんじゃないでしょうか。 Ma cliente précise qu'elle n'a pas volé un bien à forte valeur marchande, comme un téléphone portable. D'accord. Vous avez tout de même d'autres solutions que de voler. Vous avez conscience que vous encourez un passage devant le tribunal et une sanction pénale? はい。なぜなら携帯電話人気ですから。 Ma cliente pense que vous négligez une partie des faits. Moi, ce que je vois, c'est que votre cliente a commis un acte de délinquance réprimé par la loi, qui fait suite à d'autres actes similaires. Il faudrait peut-être que ça s'arrête. 飛行に走るのは私の意思じゃない。 Madame Hyde dit qu'elle n'a pas choisi cette situation. Oui, la robe de soirée, les crèmes de beauté, machin et tout ça, n'est pas par nécessité. Vous n'étiez tout de même pas obligé. Je note que vous faites état suite dans votre audition d'un suivi d'une thérapie. はい。精神科の先生は人生においてプレゼントをすることはどれだけ大切か教えてくれました。 Madame Hyde dit que sa psychologue l'a invitée à se faire des cadeaux dans la vie pour être heureuse. Et moi, quand je vous parle de l'importance de ne pas voler, sinon se faire arrêter et ça n'est pas un cadeau, ça vous fait quelque chose? Ouais. En tout cas, enregistrez bien ça dans un coin de votre tête. La prochaine fois que vous serez arrêté, vous serez condamné avec fermeté. はい。わかりました。 Ma cliente a entendu votre message. Alors, je sollicite donc votre placement sous contrôle judiciaire avec obligation de recherche d'emploi et injonction thérapeutique aux fins de faire cesser cette spirale de vol. Vous serez convoqué dans 3 mois devant le tribunal correctionnel. Mais retenez bien cela, madame. C'est votre dernière chance. 私の最後のチャンスはもう一生消えていることでしょう。私はもう消えてなくなってしまいたいものです。一生。 Ma cliente ne comprend pas votre décision et souhaite disparaître à jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si au lieu de vous libérer dès aujourd'hui, je vous faisais comparaître devant le juge? Vous êtes quand même un peu sensible à ce que je vous dis. 神経質？何に対して？ Je reprends les termes de Madame Hyde. Sensible? Sensible à quoi? Ce que je fais, c'est mal. Je sais que c'est mal. La drogue, c'est mal. Et je suis en train de me tuer. À petit feu. Et pour quelle raison vous continuez? Pour rien. Pour rien du tout, madame le procureur. Et vous comptez faire quelque chose pour vous soigner?
procurer le subus. Vous êtes sans diplôme, sans formation et à ce jour sans emploi. Je vis mal avec tout ça. Depuis toujours, madame le procureur. Vous êtes né le 16 août 1989 à Paris et vous êtes domicilié chez votre mère au 167 avenue Colonel Fabien à Vitry-sur-Seine. On vous reproche d'avoir commis des faits de violence volontaire à Paris sur votre mère ce vendredi 13 août. Ces violences n'ayant pas engendré d'incapacité totale de travail, les faits ayant été commis lorsque vous étiez sous l'emprise d'alcool et de médicaments. Je sors de mes intox. Déjà, c'est violent. J'ai déconné, ça va. Déjà ça, je le sais. Le mélange, Subutex et Mojito, avec la méthanol, c'est pas forcément recommandé par le Toubib. Et puis ma mère, putain ma mère, elle m'a pris la tête parce que je rentrais tard, soit disant qu'elle avait faim. Et moi, putain et moi, j'avais juste besoin de parler, de comprendre des choses sur mon père. Sur moi. Mon père, c'est mon passé, madame le procureur. Je suis fatigué. J'ai le droit de savoir, putain. Et elle est partie en live, vous comprenez? Elle m'a craché toute sa haine en pleine face. Il y avait du sang qui sortait de ses yeux. Elle hurlait, madame le procureur. Et elle m'a traité. Elle m'a traité. Ça se fait pas, franchement, de me traiter comme ça. Ça se fait pas, franchement. Ça se fait pas. J'ai alors mis ma main comme ça, sur la bouche de ma maman, pour l'empêcher de gueuler. Mais elle continue à me traiter. Alors comme ça, c'est parti. Je suis fatigué, madame le procureur. J'étais pas dans mon état normal, avec les Mojito et le Subutex. Fallait la calmer, parce que j'avais peur. Je m'excuse de dire ça, madame le procureur. Je sais que ça ne se fait pas de dire ça. Mais ma mère, c'est un monstre. Et derrière ses traits de pauvre vieille âme, se cache un putain de monstre qui a toujours trompé tout le monde. Regardez comment elle a tout détruit. Elle a tout détruit. Présentement, j'ai besoin de savoir si vous reconnaissez les faits précités. Je reconnais que j'ai été défoncé. Je reconnais que j'ai eu une dispute avec ma maman. Mais c'était de la légitime défense. C'est elle qui a commencé. Vous voyez bien comment je suis fatigué. Très bien. Vous devrez vous expliquer cet après-midi devant le juge. Souhaitez-vous la présence d'un avocat commis d'office pour assurer votre défense? Quand on claque tout son argent dans la drogue, on n'a plus que s'offrir un avocat. Vous devriez vous en douter, puisque vous avez l'air de tout savoir. Signez là, s'il vous plaît. Vous allez me juger comme on jugerait une bête. C'est ma mère qui devrait être là. C'est elle qui devrait être jugée à ma place. En comparution immédiate, toute l'humanité ordinaire, le petit peuple des récidivistes est là, sans personne pour s'y intéresser vraiment. On y voit de tout, l'alcool, la drogue, toutes sortes de maladies mentales, des sans travail, des sans famille, des sans pays. La logique de cette justice-là est dans sa rapidité. Le maître mot est de rendre la justice en temps réel. En comparution immédiate, on ne juge que l'acte, pas les circonstances. Pour bien faire, on devrait juger l'acte et la personne. Il faudra avoir le temps de l'écouter, le temps de la comprendre. Il faudra avoir une justice en temps de justice pour vraiment juger quelqu'un. Vous dites, vous appelez Mohamed Ali, vous êtes né le 25 mai 1994,
vol avec violence ce samedi 6 avril à 23h. Minuit. Donc, minuit, vous vous rendez coupable d'un vol aggravé sur la personne de Sabrina Mala. Il est fait mention dans la plainte de la victime d'insultes, de menaces et d'un violent coup de poing porté au visage avant que vous lui arrachiez son téléphone des mains. Je lui ai mis une gifle, pas un coup de poing. Je lui ai mis une gifle et je suis partie. Voilà, ça va. Je sais que ça se fait pas frapper les femmes. Ah non, c'est sûr. Bon. Et pourquoi est-ce que vous lui avez mis une gifle alors? Elle voulait pas lâcher son téléphone. C'est bon, je voulais pas. À la base, c'était juste comme ça, pour me marrer. Mais elle me regardait méchamment. Elle baissait même pas le regard, comme si je n'étais pas normale. Alors j'ai pas contrôlé, je me suis vénère, et d'un coup je l'ai frappé. Mais c'est aussi parce que je me sens persécutée à cause que je suis algérien. Ah oui. Un coup de poing, c'est pas vrai. Putain, pour une simple gifle, je me retrouve ici. Oh, hé! On va s'arrêter tout de suite. Il s'agit de faits graves et le certificat médical fait quand même état d'une plaie saignante à l'arcade sourcilière gauche et d'une incapacité totale de travail de 7 jours. Oh ça va, moi aussi j'en ai des tonnes de plaies, tenez, regardez là. Oui, mais vous, c'est votre problème. Elle, en revanche, n'avait rien demandé. Mais elle ment, c'est ces lunettes qui lui ont fait ça. Alors, admettons, il n'avait pas eu l'intention de la blesser physiquement. Il n'en reste pas moins qu'après cette non-agression physique, vous ne trouvez rien de mieux que de récidiver en tentant d'arracher le sac à main d'une seconde jeune femme, quelques centaines de mètres plus loin, mais devant sa résistance et ses cris, vous prenez peur et quittez les lieux précipitamment. J'ai pas eu peur, elle était hystérique. Je me suis barrée parce que je voulais pas d'histoire. Peut-être qu'on ne veut pas d'histoire, vous reconnaîtrez que vous avez l'art et la manière d'additionner les situations conflictuelles, non? Mais j'ai pas pris son sac à l'autre fille là. Non, vous ne l'avez pas pris car il s'est mis à crier. En revanche, sur la première victime, vous reconnaissez les faits. Très bien. Je synthétise pour le tribunal. Si vous avez frappé la première victime, ça n'était pas pour lui arracher son téléphone des mains, mais parce que vous jugez que son attitude envers vous le méritait. Voilà, j'ai fait inconsciemment, j'ai pas voulu la taper pour de vrai. On va s'arrêter sur le caractère inconscient. Vous avez quand même consciemment choisi la gifle plutôt que le coup de poing. Ouais. Donc, c'était quand même consciemment. Ouais, c'est vrai, j'ai vu la fille devant moi, j'ai giflé. Mais ça aurait été un mec, j'aurais mis un coup de boule. Je trouve que la police fait correctement son travail. Mais parfois, avec un peu trop de zèle, elle oriente pour comparution immédiate des personnes avec de graves troubles mentaux. Si on veut régler le problème de surpopulation dans les prisons, il faudrait déjà l'éliminer de toutes les personnes qui n'ont rien à y faire. Le prix d'une journée en détention est de 80 €. Celui d'une journée en hôpital est de 800 €. Alors quand les caisses de l'État sont vides, il se débarrasse à bon prix, de ce qui est improductif et coûteux. La misère est improductive et coûteuse. Est-ce qu'un juge pourrait comprendre que je n'en peux plus d'arrêter cette femme que j'ai interpellée 15 fois en flagrant délit de vol et le lendemain de son déferment, la recroiser en train de me faire coucou sur la voie publique, prête à récidiver? Notre quotidien de flic, c'est pas des mots lus à la hâte dans une salle d'audience ou dans le cabinet d'un juge. La délinquance, c'est pas des cours ou des chiffres. C'est la tête de la victime qui arrive choquée au commissariat. Ces types qu'on interpelle en pleine rue, au milieu de l'hostilité générale. C'est des mois de planque, d'écoute. Alors oui, bien sûr, il y a des grands débats d'idées, des réformes politiques géniales. Mais aujourd'hui, la seule réponse pénale efficace, la seule solution concrète qui nous permet de mettre sur hors d'état de nuire, c'est l'enfermement. En quatrième année, après un stage dans un cabinet d'avocat, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que c'était par le droit que l'on pouvait changer le rapport au sein de la société. Et c'est là que j'ai décidé d'être juge. On pense aujourd'hui que la solution à apporter à la délinquance, c'est la répression. Et bien moi, je suis de celles qui pensent encore que le reste de l'école
avocate pour d'office. C'est un choix politique. C'est prendre la défense de toute population de laisser pour compte. C'est refuser le racisme totalement décomplexé à l'égard des Roms et de tous les précaires qui sont, on peut le dire, majoritairement des étrangers. Et je ne crois pas que la prison soit bénéfique pour qui que ce soit. Vous vous appelez François Moreau, vous êtes né le 14 février 1999, vous avez donc 19 ans. Donc, vous êtes révélé aujourd'hui devant moi puisque vous avez été signalé par la police pour apologie d'actes terroristes sur les réseaux sociaux. Vous reconnaissez les faits? Comme j'ai déjà dit pendant 48 heures à vos collègues, tout ça, c'est des foutaises. Vous habitez chez vos parents, vous êtes en classe de terminale STI au lycée professionnel Arnaud, situé au 28 rue Bataillet, dans le 13e. Vous êtes à ce jour inconnu des services de police. Exactement. D'ailleurs, j'aimerais que vous ajoutiez le nom d'Anas au dossier. C'est mon patronyme maintenant. Monsieur, le nom qui apparaît à ce jour sur vos papiers d'identité est François Thomas Augustin Moreau. Je me suis converti à l'islam et je porte désormais ce nom qui est celui d'un des compagnons de mon vie. Certes, mais votre nom est à ce jour Moreau. Donc, Monsieur Moreau, reconnaissez-vous être l'auteur d'inscriptions menaçantes publiées sur votre compte Facebook? J'ai déjà dit que mon compte a été piraté. Vous serait-il possible de me regarder dans les yeux lorsque vous m'adressez la parole? Pas de problème, madame. Mon compte a été piraté. Bien. La perquisition menée à votre domicile a permis la découverte sur votre ordinateur de multiples consultations de sites djihadistes ainsi que de vidéos de décapitation. Monsieur Moreau, pouvez-vous vous expliquer sur la nature de ces recherches? Je m'informe, madame le procureur. Je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas un délit. Il semblerait que vous ayez visionné à plus de 100 reprises des vidéos de décapitation ou d'enfants mettant en joue des ressortissants américains ou anglais. Vous êtes en train de juger mes convictions religieuses? La décapitation fait partie de vos convictions religieuses? C'est intéressant. Par ailleurs, monsieur Moreau, vous ne semblez pas faire preuve de la même curiosité en ce qui concerne vos études. Vos professeurs se plaignent d'un désintérêt total en cours. Ils sont dépressifs, mes profs. Ils n'ont aucun désir de transmettre. Bien ça? L'école de la République. Bien sûr. Et puisque vos professeurs vous ennuient, vous n'avez pas d'autre choix que celui que d'aller visionner des vidéos de décapitation. Vous rendez-vous compte de la gravité de vos propos? Accompagné d'une photo de la Tour Eiffel, je vous cite, la Tour Eiffel, quelle drôle d'invention, on va lui rendre sa splendeur, Inch'Allah. Accompagné d'un autre poste quelques heures plus tard, je donnerai mon âme à Allah le 12 décembre. Bon, que comptiez-vous faire le 12 décembre? Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit à la police aussi. C'est pas moi qui ai inscrit ça sur mon mur. Ça doit être certainement quelqu'un qui a pris mon téléphone. Monsieur Moreau, êtes-vous l'auteur de ces menaces? Il faut que je porte plainte contre X qui a utilisé mon téléphone. Et vous faites quoi de la présomption d'innocence? Vous avez raison, monsieur Moreau. Vous connaissez la loi. Une dernière chose. Il est fait dans votre mention d'un changement dans vos habitudes vestimentaires ainsi que dans votre comportement avec vos parents, il y a un peu plus d'un mois. La date semble correspondre à votre conversion à l'islam et à votre rupture avec votre petite amie. Je vous demande pas si vous êtes célibataire, juste parce que vous vous habillez comme une daronne. Alors ici, c'est moi qui pose des questions, d'accord? Pourquoi ce désir soudain de vouloir appartenir à une communauté religieuse? La rupture n'a rien à voir avec ma religion. Elle ne voulait pas porter le voile. Ce qui n'est pas totalement sans rapport. Nous sommes dans un pays où le port du foulard est interdit dans un établissement scolaire. Pourquoi vouloir les contraindre? Expliquez-moi.
Il y a deux sucettes. Vous voyez la sucette le bonbon? Oui, oui, continuez. Il y en a une avec l'emballage en papier et l'autre sans. Je vous propose les deux. Vous prenez laquelle? Celle avec l'emballage, forcément. L'autre, vous savez pas où elle a traîné. C'est énorme. Donc, si je suis bien votre raisonnement, vous comparez donc votre petite amie à une sucrerie? Non! Je peux faire l'exemple avec une banane si vous voulez. Une avec la peau et l'autre sans. Merci, je crois que j'ai compris. Je m'en fous d'elle maintenant. Mais le diable ne rentre pas dans la maison de ceux dont la sourate est bien récitée. Vous vous exprimez correctement, monsieur Moreau. Au-dessus de la moyenne des jeunes de votre âge. Ce serait dommage de ne pas mettre votre arrogance au service de vos études. Cela vous épargnerait de gros problèmes auxquels vous aurez devoir faire face cet après-midi devant le procureur de la République. Et puisque vous avez l'air de savoir beaucoup de choses, vous n'ignorez pas la loi du 6 juin 2016 renforçant la lutte contre le terrorisme et dans lequel il est écrit que le fait de consulter un site faisant l'apologie d'actes terroristes était puni de 2 ans d'emprisonnement ainsi que de 30 000 € d'amende. Vous n'avez pas pris le bon train, monsieur Moreau. Et cet incident va désormais provoquer un retard que vous ne rattraperez jamais si vous ne le stoppez pas tout de suite. Merci, madame le procureur. C'est bien ce que je pensais. Je suis un musulman face à un monde de blancs. Face à une justice de blancs. Vous vous appelez Isabelle Blanche. Vous êtes née le 31 mars 1972. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes responsable d'une agence immobilière du groupe Atalante dans le 17e arrondissement de Paris. Jusque-là, ça me va. C'est exact. Vous êtes déféré devant nous pour... Vous êtes déféré devant nous pour ne... Vous êtes déféré, vous êtes devant nous parce qu'il vous Vous êtes devant nous parce qu'il vous est reproché de ne pas avoir soumis d'offres de logement à des candidats étrangers ou d'origine étrangère. Haha. Alors, si je peux me permettre une toute petite rectification, je n'ai fait ça qu'à la demande des propriétaires. Donc à la demande de 150 propriétaires. C'est exact. Vous écartiez les étrangers ou personnes d'origine étrangère des offres de logement. Vous l'avez fait pendant plusieurs années en mettant au point un petit truc bien à vous pour ne pas vous y perdre. Vous indiquiez la mention PE comme pas d'étrangers sur les fiches de ceux qui ne souhaitaient pas louer leurs appartements à des personnes originaires du Maghreb et d'Afrique. Disons qu'on faisait le tri des petites annonces à leur place. Voilà. Ça épargnerait à mes clients étrangers d'être rabroués face à des propriétaires qui ne souhaitaient pas leur louer un appartement. Au fond, vous êtes en train de me dire que vous leur rendez service. C'est exact. Certains le demandaient eux-mêmes de faire ce tri pour ne pas se rendre à des visites de logement vouées à l'échec. C'est juste du bon sens. Vous savez que ça s'appelle de la discrimination. Ah, mais moi, je n'ai fait que suivre les indications des propriétaires. Selon les dires de l'hôtesse d'accueil de votre agence, Mademoiselle Solange Desbeurs, qui a dénoncé vos pratiques auprès de SOS Racisme, il semble avéré qu'il s'agissait de vos directives à vous. Je cite Mademoiselle Desbeurs. Quand un étranger principalement originaire du Maghreb ou d'Afrique souhaitait visiter un appartement dont le propriétaire ne voulait pas l'étranger, on devait trouver des excuses pour leur refuser l'accès à l'appartement, comme salaire pas assez élevé, la présence d'animaux domestiques, le client n'est pas fonctionnaire, il est fumeur, ou encore nous étions chargés de mettre en avant des inconvénients
appartement, purement faux, pour dissuader le client. Cela, bien évidemment, sous la houlette directive et extrêmement autoritaire de ma supérieure hiérarchique, Madame Isabelle Blanc. La salope! Vous encourez jusqu'à 3 ans de prison et une amende de 45 000 € pour refus de fourniture d'un bien ou d'un service en raison de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une nationalité. Pourquoi c'est moi qui suis déférée devant vous et pas les 150 propriétaires? Après tout, c'est d'eux que me venaient ces directives. Non! Vous pouvez me le dire au lieu de mettre des croix sur vos petits dossiers. Vous serez convoqué devant la 17e chambre correctionnelle le 18 juin à 13h30. Madame, juste pour rappel, le Parlement français a adopté à l'unanimité la loi réprimant les délits à caractère raciste le 1er juillet 1972. L'année de votre naissance, je ne me trompe. Le racisme n'est plus une opinion, c'est un délit. Joséphine Berger, le 30 septembre 1998 à Paris, de nationalité française, étudiante en 3e année d'économie, il vous est reproché d'avoir commis au sein des locaux universitaires de Paris-Dauphine des actes de violence aggravés sur la personne de Thierry Guiraud, sous couvert d'une séance de bizutage. Je cite la déposition de cet étudiant. Ils étaient 4. Ils m'ont attaché avec du scotch à un manche à balai. Ils m'ont passé une corde autour du cou. Je n'ai pas perdu connaissance, mais j'avais des difficultés à parler. Ils m'ont fait boire de la bière. 7 en tout. Je sentais comme des brûlures dans mon dos, mais je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Ils avaient gravé dans mon dos, le long de la colonne vertébrale, les initiales de l'association. Une scarification de 50 cm. Pouvez-vous vous expliquer sur ces faits que vous avez par ailleurs reconnus? C'est un rituel qui existe dans l'université depuis plus de... ça remonte au Moyen-Âge. C'est un rituel un peu folklorique qui consiste à accueillir les nouveaux arrivants. C'est quelque chose que j'ai subi. C'est quelque chose qui fait partie des rites. Vous appartenez à quelle tribu, mademoiselle? Ça existe chez les étudiants en médecine, dans les écoles de commerce et dans certaines entreprises. Pour votre information, depuis 2000, le code pénal prévoit que ces pratiques de bizutage sont constitutives à un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Ces faits pourraient faire l'objet d'une inscription à votre casier judiciaire et d'une exclusion définitive de tout établissement public de l'enseignement supérieur. Mais moi, j'ai envie de réussir mes études. Je ne vais pas tout gâcher à cause de ça. C'est pas moi toute seule. On était plusieurs. Je vous dis qu'on était 3. Moi, j'ai simplement suivi. C'est pas moi toute seule. Vous vous appelez Colette Prévost, vous êtes née le 13 septembre 1960 à Moulins de nationalité française. Vous êtes nourrice agréée. Vous faites l'objet de la présente procédure parce qu'on vous reproche de vous être rendu hier, lundi 25 mai à 16h30 devant l'école Saint-Charles, au fin d'avoir pris contact avec des mineurs, Samuel et Alexandre Bonnet, enfants jumeaux dont vous a retiré la garde il y a un peu plus d'1 an, après que la mère eut souhaité le reprendre au bout de 7 ans d'absence. Vous les avez emmenés boire un chocolat dans un café situé en face de l'école primaire, avant qu'ils ne rejoignent leur domicile parental. Vous êtes donc bien rendus hier devant leur école, c'est bien cela? Oui. Quelles étaient vos intentions à l'égard de ces 2 petits garçons? Vous avez déclaré aux enquêteurs que vous n'aviez pas l'intention d'enlever les jumeaux?
Non. Bien sûr que non. Je voulais juste les revoir. Je les considère toujours comme mes enfants. Seulement le 22 janvier 2015, la Cour d'appel de Paris les a confiés à leur mère. Ça, je le sais, oui. Mais je n'ai rien fait de mal. Je ne voulais pas leur faire peur. Je voulais juste les serrer contre moi. Je voulais leur dire que... Qu'est-ce qu'ils ont changé en un an? Avez-vous conscience qu'en emmenant ces enfants sur lesquels vous n'avez aucun droit, vous avez commis une séquestration dans les termes de la loi? Comprenez-vous que la mère était inquiète en ne les voyant pas rentrer de l'école? Vous me parlez d'une femme qui ne s'est jamais inquiétée de leur santé pendant 7 ans? Quand ils avaient de la fièvre, elle était où quand Alexandre est monté à l'hôpital le soir de Noël? Elle était où quand ils n'avaient pas d'appétit, les oreillons ou peur du noir? Vous me parlez d'une femme qui ne s'est jamais inquiétée de savoir si elle les traumatisait quand elle est venue les enlever dans leur école avec un quart de flic. Madame, en cherchant à prendre contact avec ses enfants, vous avez enfreint un jugement prononcé par un tribunal. Un juge pour enfants qui mentionne l'importance que sa mère et ses enfants se reconstruisent ensemble. Cette dernière a porté plainte contre vous. Je la cite, depuis qu'ils ont vu Madame Prévost, Alexandre et Samuel n'en font que de pleurer. Ils ont peur qu'elle vienne les reprendre, ils ne veulent plus retourner à l'école et je suis inquiète de leur état psychique. Elle déclare également qu'elle serait prête à retirer cette plainte si vous vous engagez à ne plus voir les petits. Trop aimable. C'est vrai que Madame Bonnet a toujours fait preuve d'une grande générosité à mon égard. La dernière fois, c'est quand elle m'a confié ses nourrissons pendant 7 années. J'ai pas le souvenir qu'elle se soit inquiétée d'un état psychique à ce moment-là. Écoutez, si la mère légitime décide plus tard de prendre contact avec vous quand les jumeaux auront grandi, seulement dans ce cas précis vous pourrez les voir. Mais pour l'heure, il faut passer à autre chose, comprenez? Donc c'est la mère qui a tous les droits. Quel gâchis! Quelle justice! En comparution immédiate, j'ai vu défiler une frange de la société abandonnée aux mains d'une justice qui peine à fonctionner. Faute de temps, faute d'argent, faute de tout. Une justice peuplée de petits soldats qui s'en vont vaillants au combat et qui finissent leur journée pareil au hamster, épuisé d'avoir fait tourner sa roue dans sa cage. J'ai découvert une justice de pauvres pour des pauvres. Une justice tournant sur elle-même et se transformant, malgré elle, en une machine à broyer. Une machine qui ne va rien réparer. Et surtout pas à coup de prison, bonne à fabriquer de la chair à canon pour djihadistes. La justice, à grande vitesse, c'est l'injustice en temps réel. Monsieur Ali Mohamed, vous comparaissez encore aujourd'hui devant nous pour avoir cette fois-ci circulé en cyclomoteur, sans casque, sous l'emprise de cannabis et en état de récidive légale pour des faits identiques. D'autre part, vous êtes également poursuivis pour avoir outragé par parole messieurs Christophe Roland et François Carrette, fonctionnaires de police, en leur disant « Vous feriez mieux d'aller contrôler les manouches et les bacaïdes à la goutte d'or, sac à merde. » Ces policiers ont évidemment déposé plainte contre vous. Voilà pour l'ensemble des faits qui m'en sont reprochés. Je constate plusieurs condamnations sur le casier judiciaire. En 2013, 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence d'un téléphone portable et de tentative de vol. En 2014, une condamnation à une ordonnance pénale pour des faits de conduite sans permis. En 2015, 2 ans d'emprisonnement pour des faits de tentative
Et en 2016, une conduite sous stupéfiants et une conduite sans permis en récidive, pour lesquelles vous avez été condamné à 4 mois d'emprisonnement. Monsieur Ali, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Vous pouvez nous le dire? Je peux dire quelque chose? La tentative d'homicide, c'est sur mon père. Comme je vous l'ai déjà dit, mon père frappait beaucoup ma mère. Et me frappait moi aussi. Maintenant, je veux juste vous dire que ça fait 12 mois que je suis sortie de prison. Ça fait 12 mois, le 3 avril, que ma fille est née. Je suis sortie le jour de sa naissance. Depuis, je n'ai pas été arrêtée une seule fois. Maintenant, je veux juste vous dire qu'il y a 2 mois et demi, mes parents ont divorcé. J'ai perdu mon travail. Ma mère a fait une dépression. Ça fait que moi, j'ai la charge de mon petit frère de 12 ans. Maintenant, pour le cannabis, je le reconnais. J'avais fumé un peu. Je reconnais aussi avoir fait ce que j'ai fait avec mes filles. Et c'est une accumulation de ces 3 derniers mois qui ont vraiment été très durs. Je suis, et mes collègues aussi, tout prêts à croire que vous vivez en ce moment ce que vous nous dites, une situation extrêmement difficile. Pourquoi c'est interdit de conduire lorsqu'on a fumé du cannabis, monsieur Ali? C'est interdit par rapport aux autres personnes. Parce que quand on circule à Paris, même à 2 h du matin, on croise des gens. Quel âge avez-vous? J'ai eu 23 ans, 26. Allez, je grandis. J'ai compris qu'on ne fume pas du cannabis lorsqu'on essaye d'être responsable de ses actes, qu'on est connu comme le loup blanc par les policiers et les magistrats, et à plus forte raison lorsqu'on circule à zone. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à ajouter? Maintenant, s'il fallait vraiment que je sois incarcérée ce soir, je choisirais la psychiatrie plutôt que la prison. Peut-être qu'il m'aiderait à me soigner, n'importe. Très bien. Madame le procureur de la République, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Présidente, je ne vais pas revenir sur les faits puisque vous les avez déjà amplement évoqués. Monsieur Ali manifeste la volonté de stopper sa dérive infractionnelle, et je ne peux que l'encourager dans ce cas. Toutefois, au vu de son casier judiciaire, Monsieur Ali n'est plus accessible au sursis simple. Et, en l'écoutant, on se rend compte qu'il a besoin d'avoir peur aussi. Il sait ce que c'est que la peur, apparemment. Mais il a besoin d'avoir encore plus peur. Mais une autre peur, celle de la justice. C'est la raison pour laquelle je retire à son encontre une peine de 18 mois d'emprisonnement pour la conduite sous l'emprise de stupéfiants en état de récidive légale et l'outrage aux agents de la force publique. Merci, Madame le procureur de la République. Maître, vous avez la parole pour la défense. Madame la Présidente, dans l'intérêt de mon client, Monsieur Ali, une peine de 18 mois, ferme, sans sursis et mise à l'épreuve, ce n'est pas simplement lui faire peur. Cela me paraît être, quelque part, alors qu'il était déjà au bord du gouffre, suite à ses malheurs répétés, une manière de le pousser pour qu'il y tombe. On ne peut pas traiter de la même manière celui qui vous dit « j'ai fauté » et celui qui vous dit, contre toute évidence, « non, je n'ai pas fauté. Ce n'est pas moi qui ai pris le porte-monnaie dans ce sac de cette petite dame. C'est ma main, mais c'est pas moi. » On ne peut pas les traiter de la même manière, car il faut prendre en compte la personnalité. C'est pourquoi, Madame la Présidente, je vous demande de prononcer une peine avec injonction de soins et un suivi pour une cure de désintoxication. Mais surtout pas ces 18 mois fermes. Merci. L'audience est suspendue. Le tribunal délibère. Monsieur Ali, après avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et en répression vous condamne à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis
avec mise à l'épreuve de 2 ans, avec comme obligation de se soumettre à des soins thérapeutiques. Vous sortez donc ce soir et vous serez suivi par l'application des peines, là-haut, au premier étage, pendant 2 ans. Vous savez ce qu'il en est, vous suivez les obligations et vous ne commettez pas de nouvelles infractions, et dans ce cas-là, la peine sera non avenue. Vous allez signer les documents et vous pourrez y aller. Je peux dire quelque chose? Comment? Je peux vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. Juste à tous. Merci. C'est tout.